Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. C'est encore moi. Coucou. Ah, Euh, bon, bah, c'est la deuxième session sur un sujet qu'on a un petit peu commencé la semaine dernière, mais ceux qui n'étaient pas présents seront pas perdus, j'espère. J'espère que la méditation de ce soir ne sera pas trop abstraite. Je vais essayer de la faire le plus simple possible. Mais merci pour vos retours en tout cas, hein. Quand c'est trop dur ou quand je parle trop, c'est toujours intéressant que vous m'en fassiez part parce que je m'adapte, hein. Je suis encore en apprentissage. Donc, c'est bien d'avoir des retours aussi. C'est précieux. Alors, comme à chaque fois, on va commencer par un petit peu de calme mental. Juste avant ça, assez brièvement, je vais présenter quelques-unes des activités, surtout les retraites qui se préparent au centre de Saint-Côme, parce que je pense que le reste, vous devez être plus ou moins au courant. On a plusieurs programmes d'études, découverte du bouddhisme que je conduis. On en est au 9e module. On termine en fin d'année, mais c'est des modules qu'on peut attaquer en cours. Il y a programme d'études de bouddhiste approfondi sur 5 ans. Là, je pense qu'il termine aussi en fin d'année, un programme beaucoup plus complet d'études de texte, un week-end par mois. Et des retraites se préparent. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir recevoir plus de gens parce que pour l'instant, on était limité à 15 et les retraites étaient un peu saturées. Donc, ce serait bien que le centre tourne à plein régime pour le bien des retraitants, et puis en cascade pour le bien de tous les êtres. Donc, on a Arnaud qui va conduire une retraite Prendre soin de soi, c'est en mars. On a des rencontres écologiques aussi, le week-end de Pâques, ça va être intéressant. On crée un grand projet d'écolieu au centre de retraite, peut-être créer un grand mandala vert. Donc ça, c'est un projet de permaculture, de jardin-forêt pour transformer le lieu en écolieu et puis pour prendre soin aussi des êtres qui habitent sur place, qui ne peuvent pas suivre les méditations, les petits animaux et les plus grands, et puis pour planter des arbres aussi. Donc ça, on va faire un week-end de lancement sur le projet Écolieu le week-end de Pâques, si ça vous intéresse. C'est un week-end qu'on offre parce qu'en fait, il faut venir planter des arbres. Donc, c'est un week-end d'échange. On va voir des méditations, un peu de il y a plusieurs types d'activités qui seront proposées. Également, je vais conduire une retraite de calme mental du 16 avril au 24 avril. Donc, ça fait 8 jours, une semaine de calme mental sur la concentration. Celle de novembre a été annulée. J'espère que celle-là sera maintenue. Retraite de Vipassana au mois d'avril également, entre avril et mai. Pratique de Tara au mois de mai. Retraite de pleine conscience avec Virginie, retraite de Vajrasattva fin mai. Paula Chichester, qui est une ancienne, on peut dire, elle est senior dans la FPMT, elle a passé des années en méditation, vraiment une yogini, comme on dit, hein. Elle a des expériences de retraite et de méditation qui sont vraiment profondes, très ancienne dans la FPMT, elle est anglaise, elle va faire une retraite de Tara, que je vous conseille parce que c'est vraiment une personnalité hors du commun qui va enseigner sur cette pratique d'une représentation féminine de Bouddha qui est Tara. Et c'est un grand, grand privilège de pouvoir l'avoir au centre de retraite. Elle sera là début juin. Voilà. Hugues va conduire une retraite sur le stress et les émotions. Les 4 9 vérités début juillet. Je vais conduire une retraite, le chemin vers l'éveil. C'est plutôt la retraite sur la voie dans le modèle de celle que j'ai conduite l'an dernier. Enfin, plein de retraites cet été. Vous pouvez regarder sur le site internet à la rubrique retraite et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Il y a vraiment pas mal de choix. Allez, sans plus attendre, on va commencer cette méditation ce soir. On est parti pour une bonne heure et quart. 2 petites méditations analytiques qu'on va faire après la méditation de calme mental qui va débuter cette soirée.
Pourquoi on fait cette méditation de calme mental? Tout simplement parce qu'on va produire dans l'esprit un peu plus de concentration, et plutôt que de suivre notre mode habituel de pensée qui nous fait sauter d'un objet à un autre, on va faire exactement l'inverse. Je pense que notre mode de pensée quotidien, il est uniquement voué à sauter d'un objet à un autre. On cultive rarement la concentration qui nous fait demeurer sur un seul objet pendant ne serait-ce que 10 secondes. Hein, on est très analytique dans notre vie de tous les jours. Mais cette analyse, elle a besoin d'être conjointe avec une grande force de concentration pour être transformatrice. Sinon, il manque de clarté pour que vraiment les choses qu'on va découvrir, sur lesquelles on va réfléchir, ça puisse résonner en nous. C'est pour ça que la méditation analytique, ce n'est pas simplement de la réflexion, c'est de la réflexion mêlée à quelque chose qu'on fait très peu souvent, c'est-à-dire se concentrer profondément, mais sans que ce soit un effort violent, sans que ce soit une volonté de « il faut absolument que je sois concentré », c'est avec une forme de grande détente, de grande joie autant que possible, de grande stabilité. Et cette stabilité commence par la stabilité du corps. Alors je vous invite à prendre une position confortable. Et avant même de conduire un petit peu notre esprit vers ce rythme naturel du repos, de la stabilité, de la clarté, de la concentration, on va déjà faire en sorte que notre corps exprime cette stabilité, cet arrêt. On a la chance de s'arrêter physiquement pendant quelques instants de la méditation. Et ça ne se fait pas avec l'attitude trop souvent employée du pilote et de l'objet piloté, c'est-à-dire avec force, comme si on conduisait un âne et qu'il était récalcitrant. Non, avec vraiment l'impression que ce corps et moi-même ne faisons qu'un. Avec une grande bienveillance, on établit le corps dans son calme naturel. Il ne s'agit pas ici d'une abstraction, on va essayer de l'incarner, cette détente et cette stabilité, à travers une adaptation un petit peu de notre posture pour qu'elle coïncide avec cette idée, cette sensation à la fois d'une grande stabilité, d'aisance, et vous pouvez sentir peut-être ces tensions inutiles qui se résorbent dans le corps, ces tensions qui ne servent pas au maintien à proprement parler de votre dos, de votre tête, mais qui sont simplement des résidus des habitudes.
Installons le corps dans son inertie naturelle. Et observons le champ des sensations tactiles à l'intérieur du corps pour déceler ici et là des tensions résiduelles et avec bonté, patience, les dissoudre. Dans ce calme naturel du corps, ayons l'impression que mon corps tout entier est un arbre géant qui s'enracine avec cette impression d'une grande stabilité, d'une grande fermeté également. Et à la différence de la semaine dernière, on va commencer cette courte méditation sur le souffle en ayant l'impression qu'à chaque fois qu'on inspire, on inspire une forme de lumière à travers les narines. Alors si vous ne voyez pas cette lumière, c'est tout à fait normal, c'est pour ça qu'on pratique. Ayez l'impression de quelque chose de lumineux, d'énergisant, qui rentre à travers votre inspiration à l'intérieur de votre corps. Sans forcer l'inspiration, sans la rendre plus sonore, plus longue. Nous le faisons sur une respiration qui, elle aussi, retrouve son rythme naturel. On fait une petite pause pour ajuster notre position physique, pour vérifier si des tensions se sont installées sans qu'on y prête garde. On n'essaie pas de forcer, hein, c'est important. Hein. On n'essaie pas de forcer cette lumière. De toute façon, c'est très difficile de visualiser quelque chose sur quelques secondes. On a plus une impression qu'il y a quelque chose de lumineux qui pénètre dans le corps par les narines, sans nécessairement lui donner une couleur, sans que cela apparaisse
de manière continue. On peut réessayer quelques instants. On peut faire une petite pause, ajuster de nouveau notre position, réinstaller le corps dans son inertie naturelle, se souvenir de l'arbre. Donc là, la différence de la fois dernière, on commence avec le travail sur la clarté mentale. Quand on visualise quelque chose de haut placé dans le corps, notamment dans la région de la tête, on active une méditation qui est assez claire. Ce qu'on fera ensuite, c'est activer cette partie de la méditation qui est plutôt stable, détente. Là, on essaie de dynamiser le facteur clarté de l'esprit, faire apparaître une apparence, ce qui va nous servir dans la méditation analytique. Quand on aperçoit des distractions, on ne fait pas comme dans cette machine de fête foraine, vous savez, là, on tape sur la tête des taupes qui sortent du trou. Dans le jeu de la fête foraine, plus on tape sur les taupes, plus elles sortent vite. Hein. C'est vraiment ça avec les distractions. C'est là, on a un marteau, il y a des taupes qui sortent d'un petit trou, et puis paf, on leur tape sur la tête. Si on fait ça dans la méditation, on va multiplier les taupes qui vont sortir de notre esprit, et ça va devenir très, très frustrant. C'est pas comme ça hein, qu'on traite les distractions. On les accepte, on ne les suit pas, on leur donne le minimum d'énergie, on n'essaie même pas de les nommer ou de les encourager, et naturellement, elles se disperseront dans l'esprit sans qu'on les suive. C'est un petit peu comme des vaguelettes à la surface de l'océan. On les laisse aller, de toute façon, elles retrouvent leur calme. Ok ? On va faire quelques respirations maintenant, où encore une fois, on inspire cette clarté.
Très bien. La tendance de cette courte méditation sur la clarté, c'est certes d'affiner le pouvoir de la clarté mentale, mais ça peut conduire à une forme de tension. Donc là, on va faire exactement l'inverse. On va focaliser l'esprit sur plutôt la région de l'abdomen, la sensation du souffle dans le bas-ventre, la sensation que je ressens quand j'étends un petit peu l'abdomen dans la respiration, et cette sensation sur mes habits, par exemple, la peau qui touche mes habits. Donc là, quand on se focalise sur une partie basse du corps, on a plus tendance à travailler sur l'aspect stabilité. Mais cette stabilité, on va la conjoindre avec une grande détente. On n'essaie plus de faire en sorte que l'objet apparaisse clairement, on se satisfait de ce qu'on a et on essaie de détendre le souffle. On détend le souffle. On l'établit dans son rythme naturel. Comme si on retrouvait un souffle primordial, on pourrait dire. Ce souffle calme sur lequel l'esprit va naturellement se poser quand il sera plus détendu, quand il sera bienfaisant. Comme avec les distractions, on n'essaie pas de faire en sorte que ça vienne tout de suite. On ne peut pas traiter la méditation comme on traite les choses de la vie tous les jours. Il faut beaucoup plus de souplesse ici, de patience. Okay. On inspire calmement. On se focalise sur la sensation de la respiration dans le bas-ventre. Et on détend la respiration. Et on applique une grande patience. On a passé une journée avec beaucoup d'activités. C'est normal que le souffle, quand on l'observe, on se dise « Waouh, il n'est pas très très détendu mon souffle. » Et quand on essaie de le détendre, parfois on sent même que ça le tend plus ce souffle. Ce n'est pas quelque chose d'automatique, la détente du souffle. D'ailleurs, la détente du souffle est conjointe à la détente de l'esprit. Ça prend du temps, la patience, la bienveillance. Petit à petit, on établit le souffle dans son rythme naturel, sans essayer de respirer plus qu'on ne devrait. On applique un minimum
de monitoring en réalité. Et lorsqu'on aperçoit que l'esprit s'égare, naturellement, le petit singe de l'esprit, eh bien, on lui donne aussi le minimum d'énergie. On n'essaie pas de noter, d'analyser la récurrence de nos distractions, de suivre la litanie mentale. On observe simplement la présence sans nommer ce qu'on est en train de ressentir, sans le classifier, et petit à petit, ces distractions ne nous emmèneront plus. On pourra les observer, puis petit à petit, ces distractions vont cesser d'apparaître. L'esprit va totalement se concentrer. C'est ce qu'on atteint dans le calme mental. C'est cet esprit discursif qui s'est complètement arrêté et l'esprit qui demeure en un point sur son objet. C'est le résultat de la pratique du calme mental. Et nous, on en fait une partie, une portion. On essaye un petit peu plus. Ok, donc on continue. Établir le souffle dans son rythme naturel et stabiliser l'esprit sur lui et détendre le souffle. Et c'est un acte de bienveillance en direct que de transformer ou d'accompagner le souffle à se détendre. C'est un acte de bienveillance. À cet instant, j'ai la possibilité d'accomplir un acte de bienveillance en calmant l'activité du souffle, ce qui calme l'activité mentale, ce qui détend l'esprit, ce qui le focalise en un point. Et que cela devienne aussi plaisant que si on regardait plutôt que le souffle, qu'on regardait le va-et-vient des vagues sur la plage. Ce rythme régulier, plaisant, calme, continue.
alors que la méditation de calme mental touche à sa fin, essayez de conserver la qualité de votre maintien corporel et de conserver également ce souffle dans son rythme naturel, parce que c'est cette clarté, cette stabilité qu'on a extrait un petit peu de cette pratique, qui va servir de fuel, de carburant à cette méditation analytique. La méditation analytique n'est pas simplement une réflexion assise sur un coussin. Ça, on peut le faire dans le train également. La méditation a en plus une qualité d'attention, une qualité de calme, de détente, de stabilité, de clarté mentale qui permet de faire résonner ces choses profondément pour que la clarté dégagée du sens puisse nous transformer. C'est ça le but. C'est transformer l'esprit. Okay? Essayez de conserver cette qualité d'attention dans les prochaines étapes de la méditation. Vous pouvez à présent quitter cette position de méditation si vous le souhaitez. Vous pouvez, durant quelques instants, vous étirer, conserver la qualité de calme, de détente si vous l'avez un petit peu senti, développé, et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est quelque chose qui prend du temps, qui se développe, et on a tous des journées plus compliquées. Il faut apprendre aussi à gérer les fluctuations dans la méditation qui sont beaucoup plus fréquentes que les fluctuations quand on part courir. C'est rare quand on part courir que tout à coup on s'arrête après 3 mètres et on se dit non, là, je ne peux pas aujourd'hui. Et ça arrive dans la méditation. On commence à méditer et puis c'est impossible, on a trop de... Quand on a des problèmes, on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, c'est normal. L'esprit, c'est quelque chose de très, très subtil. On accepte ces fluctuations. Ok ? Ouh, les 20h04 déjà. Mauvaise gestion du temps, François. Alors, la fois dernière, on a parlé de cette identification à une forme de perception de nous-mêmes qui pouvait être un obstacle, qui l'est souvent d'ailleurs. C'est un sujet central dans le bouddhisme, c'est la manière dont on se perçoit. Et on avait vu que on a tendance à figer l'image qu'on a de nous-mêmes. Et non seulement à la figer, mais à l'exagérer, en bon ou en mauvais, selon qu'on développe de l'hostilité envers soi ou de l'attachement envers certaines des qualités qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, on va parler du pendant positif à cette auto-identification qui est vraiment une perturbation mentale, et la perturbation mentale la plus profonde et la plus problématique qui soit, comme il est proposé dans le bouddhisme, parce que c'est cette auto-identification avec notre corps, nos émotions, qui crée la plus grande partie des problèmes qu'on rencontre. Aujourd'hui, on va traiter du pendant positif de cette auto-identification, qui est la connaissance et la reconnaissance de notre potentiel à la transformation, qui est aussi un sujet majeur dans le bouddhisme. On entend souvent que le bouddhisme n'est concerné que par le présent. Or, pas du tout, parce qu'il est souvent beaucoup plus constructif d'être focalisé sur la transformation qui est possible à l'avenir que d'être focalisé sur une image de nous-mêmes présente qui n'existe pas. Et ça, c'est totalement central, ça. C'est que cette auto-identification avec nos émotions, avec nos habitudes, avec notre statut social, avec notre corps présent, eh bien, c'est une forme d'exagération. Je vais en développer très rapidement. Or, le potentiel qu'on a à la transformation, il est dirigé vers l'avenir, mais il existe.
parce qu'on se transforme tous moment par moment. Les neurosciences montrent la plasticité du cerveau, mais de penser qu'on est figé, qu'on est totalement équivalent à l'image qu'on a de nous-mêmes à cet instant présent, même si, comme le dit le bouddhisme, on est focalisé sur le présent, c'est une vue fausse, c'est une image totalement erronée. Il vaut mieux être focalisé dans un avenir possible que dans un présent impossible. Donc, l'idée de penser que le bouddhisme ou la méditation n'est focalisé que sur le présent, c'est malheureusement limité. C'est sûr que quand on médite sur le calme mental, on est focalisé sur le présent, mais les méditations analytiques, il y a énormément de méditations analytiques qui sont focalisées sur l'aspiration. À quel point on aspire au développement des qualités? Comment on peut développer des qualités si on n'y aspire pas? Comment on peut développer des qualités si on n'a pas envie de les développer? Comment on peut développer des qualités si on pense qu'il est impossible de les posséder, ces qualités? Toute l'idée du potentiel, c'est de retrouver conscience de ces qualités qu'il est possible de cultiver. Et comment on fait ça? Ça va être l'objet de la première méditation analytique de ce soir. Comment on retrouve ou on explore un peu plus notre propre potentiel à la transformation? Parce que plus on est conscient de ce potentiel, plus on a de la joie à travailler, à continuer à développer des qualités, à développer l'amour, la bienveillance. Mais si on a l'impression que moi, je suis de toute façon en colère, je suis comme ça, on ne va pas même avoir envie de méditer sur le développement de la compassion, par exemple, parce qu'on a l'impression que par essence, on est quelqu'un qui est en colère. Donc là, c'est vraiment un petit peu l'image qu'on rencontre dans les réseaux sociaux. C'est vraiment de faire un instantané de nous-mêmes. On a une image instantanée de nous-mêmes et on a l'impression que c'est toute la réalité. Vous savez, parfois, on voit sur Instagram, on voit des images qui sont parfaites, des gens qui sont au bord d'une piscine. Et puis, en fait, à côté, il y a des ordures. Ils sont dans un endroit qui est plein de pollution. Il y a des gens tout autour. On a l'impression qu'ils sont au bord d'une plage super et c'est ce qui prend simplement le cadre. Mais c'est simplement parce que ça a été délimité et cadré de cette manière-là qu'on a l'impression que c'est tout ce qu'il y a. On a l'impression, waouh, ils sont sur une plage rêvée, c'est incroyable. Et ça, c'est une forme de... c'est la même chose qu'on fait avec nous-mêmes. On prend une image totalement limitée de nous-mêmes et on a l'impression qu'il s'agit de toute la réalité. On prend une image totalement limitée de nous-mêmes, de nos propres limites. Moi, j'ai l'impression que je suis toujours en colère et on en fait toute la réalité. Et ça, c'est une perturbation mentale, c'est une forme d'émotion perturbatrice. On peut appeler ça un poison de l'esprit parce que ça empoisonne l'esprit à cultiver des qualités à l'avenir. Donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est comment on fait pour essayer d'être plus conscient de notre potentiel à la transformation. Parce que plus on en est, encore une fois, conscient, plus on va mettre en œuvre un travail intérieur pour les développer, plus on va avoir de joie. Parce que je sais, waouh, je suis capable de plein de choses, j'ai fait plein de choses. Je suis capable de développer tous ces états d'esprit, de développer plus de sagesse, d'être plus concentré, d'être plus à l'écoute, d'être beaucoup plus détendu. Moi, j'avais l'impression, quand j'étais en école de théâtre, et ce n'est pas l'impression que j'avais, que j'étais auto-identifié avec mon propre cynisme. J'ai l'impression que mon identité, c'était d'être cynique. Moi, je n'étais pas très fort, je ne pouvais pas me battre, je brillais. La seule manière de briller, c'était en étant cynique, en ayant des mots durs, en blessant les gens. Et j'étais très fort avec le langage pour trouver vraiment la pointe. Les gens qui montaient sur scène, qui jouaient mal, alors là, je les démolissais. C'était douloureux et je m'identifiais totalement à ça. Je me disais, c'est ma personnalité, c'est ce que je suis. Je faisais de cette chose passagère un cliché mental que je saisissais fermement comme étant le moi profond. Je suis comme ça. Or, c'était une vue complètement fausse parce que en pratiquant, cette habitude a totalement changé. Elle s'est totalement défaite de mon expérience. Et c'est quelque chose qui est possible, mais on a très souvent la tendance à s'identifier avec nos propres émotions. Je suis exactement la manière dont je me perçois. Et plus on a cette impression-là, moins on va mettre en œuvre de leviers pour se transformer. Combien de temps on passe dans notre journée à imaginer tout ce qu'il est possible de faire avec notre esprit? À quel point on peut développer notre propre esprit? On ne passe aucun temps. On passe du temps à penser à l'avenir, bon, c'est bien, à résoudre des problèmes à venir,
à se projeter ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de devenir, mais combien de fois on a cette aspiration profonde et salutaire de se dire, voilà, tout ce qu'il est possible que je cultive en tant que vertu, en tant que qualité personnelle. Combien de temps on passe à se dire, waouh, si je continue à méditer, à calmer mon esprit, je peux être beaucoup plus à l'écoute des autres. Est-ce qu'on visualise ça seulement? Est-ce qu'on s'imagine en étant beaucoup plus calme, par exemple? Non, on passe très peu de temps à s'imaginer être beaucoup plus calme, à s'imaginer être beaucoup plus compassionnel. C'est difficile, ce n'est pas automatique. C'est une tendance qui est complètement nouvelle, ça va à l'encontre de nos habitudes. Parce qu'on s'identifie à ce que nous sommes maintenant, il est difficile de s'imaginer être autre chose que ça. Et c'est ce qu'on a vu la fois dernière, cette auto-identification avec ce qu'on est maintenant, plus elle est forte, moins on peut imaginer le potentiel qu'on peut avoir à l'avenir. Ces deux choses-là sont complètement antinomiques. On ne peut pas à la fois être complètement recroquevillé sur l'image qu'on a de nous-mêmes maintenant, moi je suis comme ça, je ne changerai pas, et s'imaginer toutes les transformations qui sont possibles. Donc comment on fait pour reprendre contact avec ce potentiel? Eh bien, il y a diverses manières en méditation. Il y a l'observation de la préciosité de la vie humaine, l'observation de l'impermanence, l'observation de la nature de l'esprit, l'observation de ce qu'on appelle la nature de Bouddha. Ce qu'on va faire ce soir, c'est simplement une méditation sur le passé, de voir tout ce qui a été transformé depuis que j'ai 8 ans, toutes les transformations qui ont lieu. Et si dans votre esprit, au cours de cette méditation, vous dites « ouais, bon, moi, ça, c'est des petites transformations », essayez de vous dire quelle est la légitimité de cette pensée qui me fait penser que ce sont simplement des petites transformations? Est-ce que c'est vraiment une voie qui est objective ou c'est encore une fois une forme de dépréciation des choses que j'ai faites? Hein, quand on médite et on fait une méditation analytique, c'est très important d'observer aussi la petite voix qui commente. La petite voix qui commente la méditation qu'on est en train de faire. Non, non, mais François, mais ça c'est nul. Oui, bon, tu as développé ça, bon. Et est-ce qu'on a une joie, est-ce qu'on ressent une joie à observer les qualités qu'on a pu développer? Parce que pour comprendre tout le potentiel de transformation dont l'esprit est capable, il faut commencer à reprendre contact un peu plus avec toutes les transformations qui ont déjà eu lieu. Et ça, c'est la pratique de la joie, la pratique de la réjouissance, fondamentale, qui manque tellement à notre culture, tellement à notre culture. On pense qu'avancer, c'est gérer les problèmes. Et on oublie totalement l'intérêt de savoir reconnaître toutes les choses positives qu'on fait, parce qu'il est dans l'esprit équivalent entre avoir l'impression de ne pas posséder de qualité et de ne pas être capable de s'en souvenir. Il est équivalent dans l'esprit entre j'ai l'impression que j'ai aucune qualité parce que je ne sais pas m'en souvenir et que je m'en souviens jamais en fait. Et que j'ai l'impression qu'elles sont complètement minimes. Donc, ce qu'on va faire dans la première partie de cette méditation, alors que l'heure passe dangereusement, c'est reconnaître simplement que cette staticité de l'esprit, cette tendance à penser qu'on est statique, c'est une perturbation mentale. Comment on le sait? On va faire exactement l'inverse de cette staticité, de cette permanence de nous-mêmes. On va comprendre à quel point on a changé déjà. Tout ce qui a changé dans notre vie en mieux, en termes de le fait qu'on soit là ce soir, est-ce qu'on en était capable il y a 10 ans de ça? D'avoir un peu plus de patience, d'écoute, de réflexion, de concentration. Moi, quand j'étais petit, je me souviens avoir dit à mes frères, t'es plus mon frère, et je me souviens exactement la sensation que c'était dans mon esprit de dire ça. C'était une extrême violence. Alors on se dit, oui, mais c'est un enfant, il ne dit pas vraiment ce qu'il pense. Non, moi je pense que les enfants, quand ils ont ces émotions, elles sont très fortes à l'intérieur d'eux. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas conscients de la portée de leurs paroles que les émotions qui permettent ces paroles ne sont pas puissantes. Et moi, j'avais de la colère terrible, de la jalousie terrible envers mes frères, qui existe beaucoup moins maintenant. Je suis encore jaloux, j'ai encore de la colère, mais
comprendre à quel point on a transformé des choses aussi en mieux. Et plus on va être conscient de ça, plus on va s'en réjouir, plus on va se dire, waouh, mais en fait, il y a plein de choses que j'ai faites. Incroyable, en fait, il y a plein de trucs, je les ai complètement oubliés, où je me dis, oui, bon, c'est pas la peine de le regarder, ça sert à rien. OK? Alors, vous pouvez reprendre une position de méditation, rétablir le corps dans son calme naturel, la respiration dans son rythme naturel. Et pour dynamiser ce potentiel que nous possédons tous et toutes, on doit savoir reconnaître, observer et se réjouir de tous les progrès qu'on a pu faire dans divers niveaux. Vous pouvez essayer de vous en souvenir, choses qui ont changé grandement dans votre vie. Vous pourrez faire une liste des choses qui ont changé en pire, hein, mais ce n'est pas le but ici. Hein. Le but, c'est de galvaniser notre rapport à notre potentiel, surtout. Hein. Observons les choses positives. Et observez votre esprit qui commande ça aussi. On se dit, ouais, bof, bon, c'est rien du tout, ça. C'est déjà ça, ce commentaire, l'expression qu'on a assez peu de joie à regarder les choses qu'on a pu faire. Et c'est en soi déjà un indicateur qu'il faudrait qu'on le fasse plus souvent. Pourquoi on ne pourrait pas avoir de joie à regarder les choses positives qu'on a faites ? Et laissez du temps à cette méditation pour s'installer. On n'essaie pas d'avoir des résultats, de tracer des conclusions immédiates. Ça prend du temps. Vous pourrez peut-être y revenir plus tard, les prochains jours, y repenser. On plante des graines ici.
Vous pouvez observer des habitudes de colère, des habitudes d'attachement, d'addiction. Votre rapport aux autres. Et le truc, c'est qu'il y a nécessairement beaucoup de choses. Il y a nécessairement beaucoup de choses. Vous pouvez essayer de vous souvenir comment j'étais, comment je sentais, comment je vivais les choses à ce moment-là et comment je les vis maintenant. La différence d'expérience. Au départ, il peut sembler qu'on soit simplement en train d'énoncer une liste de courses. J'ai fait ça, bon ok, ouais, d'accord. Mais à mesure qu'on pratique et qu'on y revient, l'indicateur du succès de cette méditation, c'est le développement de la joie à l'intérieur de nous. Méditation équivaut à répétition, familiarisation. Il ne faut pas avoir peur de répéter, se souvenir encore, de reconnaître la qualité de l'expérience, comment j'étais moi quand j'étais en colère. C'est vrai que je le suis moins. Bon, il y a peut-être autre chose, d'autres aspects de ma vie. Qu'est-ce que je fais? Cherchez dans votre mémoire toutes les choses qui se sont transformées d'une manière positive. Et acceptez la liste de courses. On commence par la liste de courses avant que cette liste de courses finisse par vibrer en nous en se disant « Waouh, en fait, j'ai fait plein de trucs !» Et ce n'est pas de développer une forme de
narcissisme. C'est pas de se dire je suis plus fort que les autres, j'ai fait ça, les autres n'ont pas pu le faire. C'est absolument pas ça. C'est cette qualité extrêmement saine de regarder sans les exagérer les qualités des choses qu'on a pu faire. C'est totalement différent. C'est pas du narcissisme. Hein. Cet aspect laborieux de la méditation dans lequel on ne voit pas vraiment où ça veut nous emmener, c'est quoi le but, ça fait partie de la méditation. C'est justement parce que c'est pas naturel, c'est justement parce qu'on n'éprouve pas de joie en premier lieu à l'observation de ces qualités qu'il faut le faire. Ça veut dire qu'elles sont enterrées, ça veut dire qu'on ne s'en est pas suffisamment occupé, qu'on n'a pas suffisamment reconnu. On va marquer une petite pause dans cette méditation avant d'y revenir, pour ne pas faire de session trop longue. Vous pouvez reprendre une position différente. Ça, c'est une méditation qui apporte de la joie. Quand on manque d'énergie, cette méditation, c'est une des méditations qui procure le plus d'énergie, en fait. Et on pourrait le faire tous les jours. D'ailleurs, mon maître ici, Geshe Gyaltsen, nous disait il faut le faire tous les soirs. Passer du temps à reconnaître les choses positives qu'on a pu faire. Elles passent à l'as, ces choses-là. Elles passent à l'as. On est très peu enclin à les reconnaître. Parce qu'on pense que ça n'a pas de bienfait opérationnel dans la vie de tous les jours. On pense que c'est en soi, c'est simplement se regarder le nombril en se disant oui, mais si je fais ça, je ne vais pas avoir envie de continuer, je ne vais pas avoir envie je vais être statique, ça va me faire complètement m'arrêter dans mes efforts. C'est totalement l'inverse. Reconnaître ses qualités, c'est ce qui nous redonne conscience de toutes les transformations qui ont opéré, qui ont été oubliées, et ça nous donne l'impression, waouh, mais en fait, pourquoi je passe tellement de temps à regarder ces choses négatives alors que j'ai envie d'être heureux? Donc je devrais quand même activer les leviers en moi qui font que je vais être plus heureux. Pourquoi je regarde les choses négatives? C'est complètement absurde. C'est une propension de l'esprit qui est complètement contradictoire. On veut être heureux et on n'observe en nous que les choses qui nous figent. Voilà, t'es nul, t'as encore dit ça, t'as encore répété ça, tu ne peux pas sortir de tes habitudes, tu ne peux pas changer, tu ne peux pas te transformer. Et c'est ce qu'on a vu la fois dernière. C'est totalement l'auto-identification à nos problèmes, l'auto-identification à nos émotions.
tu peux pas recommencer, de toute façon, tu es comme ça, tu répètes toujours les mêmes trucs. Ça, c'est l'auto-identification. Auto-identification. Ce qu'on fait, c'est le briser, cette auto-identification, qui est une image comme sur Twitter ou Instagram, qui est une image figée, qui est une image illusoire. Comment on la brise? On la brise par une manière de reconnaître l'impermanence des choses en reconnaissant la transformation qui a déjà eu lieu. Parce que pour observer tout le potentiel qu'on a, comment on peut le faire si on n'a pas observé par le passé toutes les transformations qui ont déjà eu lieu? Il ne s'agit pas simplement d'observer notre potentiel maintenant, parce que si on a l'impression qu'on n'a jamais rien fait de bon, comment on peut dire qu'on a un potentiel? Sur quelle base on peut établir qu'on a un potentiel? Pardonnez à ceux qui étaient là à la retraite l'an dernier sur méditer sur la voix, je pense à Ida, il y a Cyril également. On a déjà vu ces sujets-là, mais ils sont tellement, tellement vitaux dans notre société, dans notre monde actuel. Les gens ont peu d'énergie dans l'observation de tout ce qui est possible de faire parce qu'ils n'observent pas les choses qu'ils ont déjà faites de positif. On passe très peu de temps et de temps processeur mental à observer ces choses-là. Et le meilleur moyen de savoir qu'on ne l'observe pas, c'est qu'en regardant ces choses-là, il n'y a aucune joie qui surgit. On dit, ouais, bon, c'est tout petit ça. En comparaison, c'est tout petit parce qu'on n'a jamais vraiment regardé, on n'a jamais mis le doigt dedans pour voir à quel point il y a des choses qui sont transformées. Et c'est universel. On a tous ces potentiels de transformation. Donc ça, c'est vraiment une méditation qu'il faudrait pouvoir cultiver encore et encore et encore. Faites ça pendant une semaine, tous les jours, passez 10 minutes, un quart d'heure. Vous allez voir que au bout de quelques temps, la joie va venir, vous allez avoir plus d'énergie, ça donne vraiment plus d'énergie parce qu'on se sent waouh, et on commence à aspirer. Je vous ai parlé au départ de la méditation, là, le pouvoir de l'aspiration, aspirer au développement, waouh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire des trucs. Et comment on peut avoir envie de faire un truc si on pense qu'on en est incapable parce qu'on n'a jamais reconnu les qualités qu'on avait? Les deux sont totalement liés. Reconnaissance de nos qualités, plus on le fait, plus ça nous fait penser, waouh, mais oui, en fait, j'ai fait plein de trucs, donc je peux continuer, donc je peux aspirer, j'ai envie de continuer. Et dans la méditation, c'est vraiment un carburant, cette méditation sur la joie. C'est vraiment un carburant fondamental. Quand on manque d'énergie dans la méditation, dans la vie de tous les jours, c'est souvent parce qu'on a oublié un petit peu toutes les choses positives qu'on a pu faire. Ça donne une joie profonde, une joie pérenne. C'est un bonheur profond dont on n'a pas à rougir, dont on n'a pas à se sentir coupable. C'est simplement avoir un peu d'équilibre entre les choses qu'on observe en nous pour le développement, ces choses négatives, parce qu'il faut aussi regarder aussi les choses qu'on a manquées, mais savoir regarder également ces choses constructives qui sont nombreuses. OK? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on continue là? D'accord, je vois qu'il est 20h35. Donc on va reprendre cette méditation, si vous le voulez bien. Cette méditation qui était observante du passé, maintenant on va essayer d'observer un peu l'avenir, comprendre un petit peu cette aspiration. Et nous qui sommes des êtres rêveurs, hein, on se projette, oh là là, je vais partir aux Caraïbes, on s'imagine sur la plage. Ah ouais, j'ai un petit cocktail, là je verrais bien un petit kiwi là, avec un petit peu de sucre autour. On imagine beaucoup l'avenir, on est très doué pour ça. Mais à quel point on est capable d'imaginer l'avenir du développement de nos qualités? Hein, c'est facile d'imaginer quand on a envie de partir en voyage. Je vais partir en trek en Bolivie, là, les hautes montagnes,
la brume, c'est très facile de faire apparaître les détails. Hein. C'est très, très inné. On n'a besoin d'aucun effort, mais à quel point il faut de l'effort pour s'imaginer être différent en termes de qualité de ce qu'on est. Si vous êtes très impatient, à quel point c'est difficile de vous imaginer à l'avenir être patient. Prenez un exemple. Trouvez une habitude que vous avez peut-être identifiée comme étant problématique, l'impatience, la nervosité, la colère, l'avidité, et essayez de vous imaginer à l'avenir en étant totalement libre de cette chose-là. Vous voyez comme c'est difficile à faire. Qu'on s'identifie à ces choses-là. On oublie qu'elles sont mouvantes, environnementales. Essayez de trouver une de ces émotions-là et puis de vous imaginer en être totalement libre. Oui, c'est plus difficile à imaginer ça que de s'imaginer partir en vacances ou imaginer le petit plat qu'on va préparer pour le week-end, par exemple. Parce qu'on a beaucoup moins cette habitude. Hein. C'est difficile de s'imaginer être autrement que ce qu'on a tellement identifié comme étant notre identité intrinsèque. Très difficile, par exemple, pour moi d'imaginer d'avoir la compassion pour tous les êtres. Waouh! Il y a du boulot. Hein. Ressentez à quel point c'est difficile de les représenter, ces choses-là. Essayez encore. On se dit, mais non, mais c'est pas possible. Je ne peux pas être plus... Non. Ça, c'est déjà le bridage. On est bridé par notre auto-identification à ce point qu'on n'arrive même pas à l'imaginer. On se dit, mais non, c'est pas possible. Je ne peux pas être moins en colère. C'est tellement moi, ça, que... Essayez encore. Plus j'ai l'impression que c'est impossible, plus ça va être difficile de vouloir ça. J'ai l'impression que c'est impossible d'avoir plus de patience. Je ne vais jamais essayer. C'est ça le problème de l'auto-identification, c'est qu'on n'essaye pas. C'est qu'on s'empêche d'essayer. Donc on est très fort pour s'imaginer, oui, je vais faire ça, je vais partir en voyage, acheter une maison, j'ai des grands projets, créer un business. Ça, c'est très facile à imaginer, et pourtant, c'est très difficile à imaginer ces choses qui sont basiques,
Parce qu'on voit dans la méditation qu'on a fait avant la pause qu'en fait, on s'est beaucoup transformé. Que mon comportement est totalement impermanent, plastique, transformable. Et plus on reconnaît toutes les choses positives qu'on a faites, comme dans la première méditation, plus on se dit « Waouh, mais en fait, j'ai énormément bougé. Je n'ai pas été statique, comme j'ai trop souvent l'impression. » Et plus on a cette impression qu'on a bougé, plus on peut poursuivre la ligne de notre développement à l'avenir, et plus il est facile de s'imaginer à l'avenir être complètement libre de cette colère, par exemple, si on pense être en colère, parce qu'on n'essaie plus de penser « moi, je suis comme ça ». On sait qu'on est totalement mouvant. Essayons de voir le lien qu'il existe entre la première partie de la méditation, plus on est conscient de nos qualités, de la transformation, et de voir le lien que ça a avec le fait de pouvoir se projeter dans le développement à venir aussi. Le lien qui existe entre les deux, entre le développement à venir et l'observation de ses qualités passées. Plus on est conscient de ses qualités passées, plus on peut se dire « Waouh, en fait, j'ai tellement bougé, je peux continuer ». Et on commence à avoir autant de facilité à rêver ce qu'on peut être à l'avenir, ce qu'on peut devenir, qu'on a de rêver de nos vacances. Parce qu'on sait que c'est possible. Et quand on a pris bien conscience de toutes les qualités qu'on a déjà développées, qu'on sait qu'on peut continuer à les développer et qu'on commence à rêver, mais c'est même pas un rêve, c'est un rêve réaliste, à projeter et à aspirer à toutes ces qualités qu'on peut développer, on se dit « Waouh, mais où est la limite de la transformation ?» Je peux avoir une patience infinie, pourquoi pas? Je peux totalement transformer mon esprit, mes habitudes. Et c'est grâce à cette méditation qu'on est en train de faire qu'on réactive notre potentiel. Ce potentiel qui ne devient pas simplement un mot prononcé, mais un mot couvert de sens. Et un mot qu'on sait exister, dont le sens existe en nous.
on sait qu'on a ce potentiel, on le découvre un petit peu plus. Ce qu'on a fait peut-être ce soir, découvrir un petit peu plus qu'en fait tout ce comportement est tellement mouvant que je peux poursuivre la ligne à l'avenir, me dire waouh, le potentiel est énorme. Et en observant ce potentiel à l'avenir, ça donne une force immense. Je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mon propre corps, je ne suis pas mes habitudes, je ne suis pas mon incapacité, mes schémas que j'ai répétés, je suis beaucoup plus, je peux développer et totalement éliminer certaines de ces émotions. Et si, et le « et si » dans la méditation, il est important, ce n'est pas simplement le présent encore une fois. Et si je pouvais mettre fin à toute cette anxiété, si je pense que j'ai de l'anxiété, ce stress, si je pense que je suis stressé, et si. Et c'est avec ce « et si » qu'on retrouve conscience du potentiel, qui est ce que j'ai dit en départ de méditation, qui est porté sur l'avenir, mais sur un avenir possible, plutôt que le présent impossible de se penser complètement statique. C'était les deux positions, l'identification, l'auto-identification qui observe le présent impossible, le présent qui n'existe pas. Je n'existe pas comme étant quelqu'un qui est incapable de me développer, de transformer mon esprit. Et je médite sur toutes les choses qui sont possibles à l'avenir, mais qui peuvent exister. Totalement différent. Est-ce que je sais seulement la limite à mon développement spirituel? Spirituel dans le sens des qualités de l'esprit, des émotions, comportements. Et on va terminer cette méditation avec une dédicace altruiste. Voilà, en souhaitant que tous les êtres puissent activer, actualiser, se souvenir de ce potentiel qu'ils possèdent tous. Le souhaiter à tous les êtres, quels qu'ils soient. Et puissent les petits efforts, les petites graines, les petites étincelles que j'ai cultivées aujourd'hui, les petits rayons de lumière qui sont peut-être apparus ou pas aujourd'hui, puissent-ils grandir et apporter à travers cette reconnaissance de mon potentiel une joie, un courage immense, une résilience à aller au-devant des obstacles inévitables de l'existence, et puisse cela rejaillir sur les êtres de mon entourage. Ma famille, mes amis. Puissais-je à l'avenir comprendre le poids qu'il y a à dire « oui, mais moi je suis comme ça ». Savoir que ce n'est pas une pensée
une parole vaine, de dire oui, mais moi je suis comme ça. Peut-être que la prochaine fois, on aura envie de dire ça, on s'y reprendra 2 fois, en disant non, je suis beaucoup plus, j'ai beaucoup plus que ça. Et puis ces micro-transformations apporter des bienfaits à tous les êtres en général, beaucoup plus que le simple cercle de ma famille et de mes amis. Voici ma contribution. Puissent tous les êtres qui souffrent mentalement, et on en a beaucoup en Europe, en France, le stress, reconnaître ce potentiel, trouver des moyens d'arrêter cette auto-identification et de prendre contact avec ce potentiel immense que nous possédons tous. Puissent les êtres qui souffrent de dépression, d'anxiété, d'envie suicidaire, prendre contact, ne pas oublier toutes les qualités qu'ils ont pu cultiver et sentir cette joie bienfaisante. Et puissent-ils ainsi actualiser toutes leurs qualités, leur potentiel. Alors si vous avez des questions avant qu'on se sépare. Moi, j'aimerais dire en fait plutôt un retour d'expérience, Oui, par rapport à qui fait assez écho à cette méditation. C'est que j'ai eu la chance en fait de faire ce qu'on appelle un miroir dans le cadre d'une autre compétence au sein d'une association de cadres. Et c'est raconter sa vie professionnelle et sa vie personnelle, enfin mixer les deux et avoir un retour immédiat du groupe qui écoutait ça. Et c'est un exercice qui m'a été très débloquant pour moi, parce qu'en face de moi, j'avais des gens qui avaient du potentiel, en tout cas par rapport à moi là-dessus, et ça m'a permis de me débloquer. Donc je pense qu'effectivement, on peut faire une méditation sur soi-même, mais des fois, il faut avoir la vue extérieure pour pouvoir comprendre ses propres qualités. Voilà, c'était un petit écho par ok, rapport à la merci. méditation. L'échange est important aussi. Hein. L'échange est important. Ouais. Et deuxième point, j'ai mis dans le chat en fait, des phrases que j'ai lues dernièrement et qui font aussi écho aux méditations qu'on a eues ces derniers temps. Là. Voilà, Ouais, je l'ai lu. Mais merci en tout cas, Hervé. pas de souci. Quelqu'un d'autre voudrait Oui, partager? Oui, c'est Capucine. Capucine. Euh,
comment commencer? C'était étrange cette méditation pour moi parce que je me réjouis beaucoup parce que j'ai énormément changé au cours de ma vie et surtout dernièrement, donc c'est assez habituel pour moi. Et du coup, elle s'est un peu orientée sur autre chose, la méditation, et surtout la prise de conscience des différents personnages que j'ai pu incarner dans ma vie et du personnage que j'incarne maintenant. Et jusqu'à ce que je réalise que j'étais en perpétuel changement, que je suis différente maintenant d'il y a 1 heure et que je suis différente d'hier et d'il y a 10 jours, et surtout que je serai différente dans 1 heure et demain et dans 10 jours. Et je me l'étais jamais vraiment formulée de cette façon, enfin pas aussi précisément. Et ça, là, ça m'a vraiment impacté, quoi. Et ça a créé plus de... Enfin, là, sur le coup, ça crée plus de frayeur et un léger sentiment de malaise. Et je me demandais d'où ça vient. Est-ce que ça vient du fait qu'on est tellement habitué à s'identifier à un personnage, à un truc Mais alors, fixe? c'est une très bonne question. C'est parce que là, on est en train d'entrouvrir ce qu'on appelle l'impermanence, l'observation de l'impermanence. Et l'impermanence, quand on a cette vision de nous-mêmes qui est tellement figée, c'est comme si tout à coup, ça s'effondre. Ce qui crée l'identification de nous-mêmes, ce qui crée notre propre identité, s'écroule. Mais ça s'écroule et ça semble un petit peu effrayant, mais observons un peu plus toute l'immensité que ça prépare aussi. Observer l'impermanence, ça permet d'observer ce qu'on a vu aujourd'hui, l'immensité de notre potentiel, et puis ça fait nous questionner, est-ce que je suis toutes ces images, tu dis ces personnages, est-ce que je suis équivalent à ces personnages? Est-ce que je suis ces personnages? Est-ce qu'on est des personnages? Est-ce qu'on est des personnages qui vont et qui, comme un spectacle de marionnettes, il y en a un qui arrive, il y en a un autre qui prend le relais? Qu'est-ce que le socle fondateur d'un individu aussi? Et ça, c'est des questions éminemment profondes qui ont besoin d'être répétées, mais le fait que tu sentes un petit peu d'étourdissement, c'est pas, c'est pas le signe que tu as fait quelque chose de mauvais dans la méditation, c'est peut-être le signe que tu as fait quelque chose de bon, mais qui en tout cas t'effraie dans un premier temps. Mais c'est quelque chose sur lequel tu vas peut-être pouvoir revenir. C'est un thème hyper important, ça questionne sur ma propre identification quand on a l'impression que voilà, ces choses figées disparaissent, on se dit waouh, il reste quoi? Ouais, c'est ça, exactement. Et quand on se dit il reste quoi, c'est parce qu'on n'a pas encore l'acuité mentale pour visualiser ce qui reste. Mais il reste des choses. Hein. Le but de cette méditation n'est pas l'élimination de l'individu. Aucun système bouddhiste ne présente que l'individu est inexistant. Mais il est beaucoup plus subtil, il est beaucoup plus éthéré, beaucoup plus transitoire, beaucoup plus léger que cette énorme, solide masse concrète, cette gangue de pierre, cette réification du soi, cet objet congelé qu'on a l'impression d'être, congelé dans ce sens de inamovible. Quand on comprend toute cette impermanence de mes émotions, de mon comportement, de mon corps, on commence à voir l'immensité de ce que nous sommes en termes d'impermanence. Mais te désespère pas, ça fait partie du vertige. Et le vertige n'est pas nécessairement un mauvais signe. Il ne faut pas toujours se fier aux méditations si elles nous semblent plaisantes. La qualité d'une méditation n'est pas si elle nous a procuré quelque chose de plaisant ou pas. Oui, et je crois que c'était, je ne sais plus son nom, Geshe Damdul, il me semble, qui disait que c'était normal, même, enfin, je me souviens qu'il avait évoqué ça, que c'était normal que quand on abordait ces notions-là, au début, ça soit un peu effrayant. Oui. Et... Alors, pour certains, ce n'est pas effrayant. Hein. On dit que, par exemple, la vue de la vacuité, c'est pour certains individus, ils ont l'impression qu'il y avait quelque chose dans leur main qui a disparu. Quelque chose qui tenait fermement, qui tout à coup leur a été enlevé. Et d'autres individus ont l'impression que c'est complètement le contraire. C'est quelque chose qui manquait, qui leur est soudain apparu.
Donc, pour tous les individus, la compréhension de l'impermanence ne procure pas les mêmes résultats en termes d'expérience. Ce n'est pas nécessaire que ce soit désagréable. Et de toute façon, cette période désagréable, elle est absolument transitoire. Au final, elle laisse place à un espace immense de compréhension de nous-mêmes. Et le but, c'est une forme de libération, parce que comprendre cette impermanence, c'est libérateur. Le but, ce n'est pas de se souffrir en se regardant ce que nous sommes vraiment. C'est au final de ne plus avoir aucune peur. L'état sans peur, c'est l'état de Bouddha, c'est l'état où toute la peur a complètement été éliminée, parce qu'on n'est plus identifié avec notre corps présent, on n'est plus identifié avec nos émotions présentes. Donc on n'a plus peur de la transformation. Ouais. Merci. Mais je t'en prie. D'autres remarques, questions sur cette méditation ou, Mais alors, juste un petit point. Alors, on s'identifie à quoi par rapport à ce que tu viens de dire? À quoi faut-il s'identifier? Oui, par rapport à ce que tu viens de dire, on ne s'identifie plus, etc. Donc, on s'identifie à quoi? Par rapport à la vacuité, à l'impermanence, on prend conscience que finalement, tout ça n'est pas si solide. L'être n'est pas si solide. Le soi n'est plus solide du tout même. Donc, finalement, on est quoi? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ben, on cesse de s'identifier déjà à son propre corps et à ses propres émotions. Il y a différents systèmes, hein, il y a différents degrés de subtilité dans l'identification. Au final, une fois qu'on a éliminé la fausse identification, on s'identifie à quoi? Alors, la question pourrait être, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'identifier à quelque chose? Oui, parce qu'on a besoin de savoir qui nous sommes. Non, finalement, ça, je crois que ce n'est pas si bon que ça. D'accord. Alors, à quoi on s'identifie? À rien, en fait. On est un corps et on est animé par une conscience, par... Ça, c'est un sujet c'est hyper profond. C'est qu'est-ce qu'un individu? Qu'est-ce qu'une personne? Est-ce qu'une personne est son propre corps? Est-ce qu'une personne est son esprit? Est-ce qu'une personne est un composite de corps et d'esprit? Est-ce qu'une personne est autre chose qu'un corps et un esprit? Oh, ça c'est ça c'est une vaste question, ça. Hein. Je pourrais apporter une réponse, mais dans le débat, il y a souvent quelque chose qui est important, c'est que parfois la question vaut plus que la réponse. C'est important d'avoir ce questionnement-là, parce que ce questionnement-là est en soi très, très prometteur de recherche aussi personnelle. Parce que souvent, quand on a la réponse, on se dit, bon, ok, d'accord, c'est la réponse, et au final, on abandonne la recherche. Mais la question, si on la fait perdurer en nous, si on essaie de vraiment trouver une réponse, ça promet une recherche intérieure qui est bénéfique. Et cette question de ce que nous sommes, c'est peut-être la question la plus importante dans le bouddhisme, c'est de retrouver, de faire le tri entre toutes ces perceptions erronées qu'on a de nous-mêmes et de retrouver contact avec vraiment ce que nous sommes. Mais le but n'est pas d'éliminer un individu. Hein. Ça, je peux dire, même si je ne donne pas la réponse, je peux dire qu'au final, le but n'est pas d'éliminer l'existence d'un individu. De penser qu'on est impermanent, que l'être se transforme, ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'individu, que j'existe pas. Non, mais chaque moment, je me détruis. Il y a un moi qui est totalement détruit, même si on peut parfois l'aborder de manière un peu similaire en termes de mots, mais... Oui, se regarder de l'extérieur, oui, un truc comme ça. Oui, mais alors, à quoi on s'identifie? Non, en fait, je croyais que tu avais une idée précise quand tu as parlé de ça tout à l'heure, et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il entend par là? Mais du coup, voilà, ça y est, je crois que moi, personnellement, ça y est, c'est relativement clair. Ok, bon. Merci. France, tu voulais... je voulais te dire que, tu as vu, j'ai mis quelques petits mots sur le chat, là, j'ai mis vraiment, en fait, je veux te dire que je suis très, très intéressée par cette méditation analytique qui est une immense découverte pour moi et surtout un immense horizon de liberté, quoi. Parce que dans cette identification de notre personnage, on se sent vraiment emprisonné, quoi.
Et je découvre là qu'on va beaucoup plus loin, quoi. Que la méditation strictement sur le présent, comme tu dis, qui est fixe, quoi. Et je voulais te demander comment on peut faire pour apprendre tout ça, quoi. Pour s'initier à tout ça, tu vois, de ce que tu nous as fait découvrir, comment on peut aller plus loin est-ce que tu vas enregistrer tout ça Là, c'est enregistré exceptionnellement parce que quelqu'un l'a demandé la fois dernière. Je pourrais peut-être le mettre sur YouTube. Oui, J'ai créé une chaîne où je commence à mettre un petit peu c'est bien ça. les modules que je conduis. Mais comment tu as appris tout Mais ça? ça, en fait, c'est ce qu'on découvre petit à petit. Il ne faut pas presser les choses, mais c'est quand on commence à découvrir un peu le bouddhisme, on découvre aussi toutes ces méditations-là. Si ça vous intéresse, peut-être vous pouvez continuer à assister aux méditations du mercredi soir. Si vous voulez un peu plus, vous pouvez assister à une retraite ou commencer un module d'apprentissage comme découverte du bouddhisme ou premier pas dans le Comment tu as bouddhisme. appris tout ça, toi, tout seul? Ah non, Parce que moi, ça fait non, des années que j'étudie le bouddhisme, mais j'ai pas, c'était pas. non, moi j'ai étudié ça par des maîtres en fait. J'ai été formé ici, d'ailleurs, c'est ici que je suis, au monastère de Nalanda, dans le sud de la France. J'ai suivi un programme d'études. Lambda, c'est où c'est ça? C'est vers Toulouse, Castres ou Albi. Toulouse. Oui, oui, Je veux dire, c'est le monastère de Lavore? oui, c'est ça. Ah, je vois, Voilà, oui. c'est là où j'étais formé en fait. Donc après, tout le monde ne doit pas passer 5 ans dans un monastère pour arriver à ça. Bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, maintenant? Lire des livres, Tu les nous as livres de ouvert Sa quelque Sainteté le chose. Dalai Lama, il y a des conseils de méditation, lire des livres de Mathieu Ricard, des personnes qui sont dans la psychologie ou Mais dans... on trouve plus des choses sur la méditation de l'instant présent ou sur la Alors, méditation, mais euh, alors, méditation analytique comme nous l'as présenté. je peux vous conseiller le livre de Sa Sainteté le Dalai Lama qui est Se voir tel qu'on est, Oui. qui reprend un petit peu les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui, qui Mhm. sont essentiels dans le bouddhisme. Se D'accord. voir tel qu'on est. D'accord, merci. Voilà, ça c'est un livre formidable pour explorer cette question que Monique a soulevée, à quoi s'identifier, qu'est-ce qu'on est finalement. Et merci pour ces quelques mots de dire que c'est une perspective de liberté, parce que je pense qu'on ne peut pas trouver de mots plus justes que les tiens, cette perspective de liberté, parce que le but c'est la libération, le but c'est de libérer de la souffrance, parce que ce recroquevillement sur cette auto-identification et cette image figée qu'on a de nous-mêmes, c'est ce qui produit la souffrance. Parce que quand on a une image figée, que de toute façon, la réalité elle est mouvante, il y a forcément un décalage. Et ce décalage, c'est ce qui crée des expériences insatisfaisantes. La racine de la souffrance, elle naît dans cette auto-identification. Enfin, Elle est cette auto-identification. Oui. Momentanément, quand même, comme le disait plus ou moins Capucine, il y a quand même, après peut-être pas de la souffrance, mais il y a quand même un vertige quand on casse des piliers et puis qu'on casse le château de cartes. Il y a quand même un moment de déséquilibre parce qu'on est perdu mentalement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu es bon pour refaire un 3e mercredi à suivre. Parce que là tu as semé une grosse grêle quand même là, sur 2 mercredis. C'est ce qui a dit il est bien de supprimer les rêves, mais par quoi les remplacer? Je ne sais plus qui a dit ça. Je ne sais pas si c'est pas un critique qui a dit ça contre Baudelaire, vous supprimez les rêves, mais par quoi les remplacer? Oui, ok, ça me donne. Merci Malika, parce que ça me donne un petit peu peut-être l'inspiration pour la prochaine méditation que je guiderai peut-être le mois prochain. Mais on peut peut-être inclure le continuum mental aussi, puisqu'on est une continuité à travers les réincarnations et tout ça. Donc, on a une partie de nous, si je puis dire, qui se perpétue sous divers. Oui, voilà, bien sûr. Voilà, donc la conscience, c'est le dénominateur commun de toutes ces expériences finalement. Oui, la conscience, c'est ce qui perdure. Le corps change, mais la conscience primordiale, ce qu'on dit la conscience claire et connaissante, c'est ce qui perdure. C'est en fait ce fil qui
pénètre à travers retrouve. chacune des Voilà. perles de nos existences. Voilà, qu'on C'est ça, c'est la retrouve, conscience au final qui est le dénominateur commun, sur lequel est imputée une personne. Mais bon, ça, c'est plus technique. Ça déjà, quand on rentre dans l'imputation, c'est un peu plus technique, mais ce Finalement, vertige n'est s'identifier, pas le point final de cette méditation. Le vertige, c'est simplement un sous-produit de la méditation, mais on peut bien sûr dépasser ce vertige. Et avoir une vision vertigineuse, ça peut sembler désagréable parce qu'on ne l'a jamais vécu, mais peut-être que ce vertige va devenir quelque chose de fascinant. Hein? C'est aussi une question d'habitude. Hein. Les choses qui sont nouvelles, elles ne sont parfois pas désagréables par nature, elles sont désagréables parce qu'elles sont nouvelles. Et ce vertige peut ouvrir à quelque chose de waouh! Ouverture d'un individu, parce qu'au final, ce qu'on fait ici, la déconstruction de l'individu comme étant quelque chose de solide, ça permet de comprendre aussi l'immensité et l'interconnexion qui sous-tend tout rapport dans l'univers aussi. Quand on cesse d'être des entités totalement séparées, solides, permanentes, des images à la Facebook, des trucs solides, complètement figés, on commence à voir le mouvement, l'interdépendance de tout ça. Et cette interdépendance qu'on ressent quand on voit que l'être est totalement impermanent, c'est ce qui permet de s'ouvrir aux autres aussi. Ce vertige, c'est ce qui permet d'arriver aussi. Quand on a le vertige d'un point de vue, d'un grand panorama, on peut dire oui, j'ai le vertige, mais on peut se dire aussi, mais je vois une vue impressionnante aussi. Voilà. Oui. Qui ne doit pas être limité par l'attachement. Qui ne doit pas être limité par l'attachement, parce que l'attachement, voilà. c'est une forme d'auto-identification. Voilà. Ok. Bon, il est 21h13. Merci beaucoup, François. Merci à toutes, merci à tous. J'espère vous revoir très bientôt, soit au centre, soit en ligne. Peut-être que le mois prochain, on est au mois de février, je conduirai d'autres méditations, mais de toute façon, vous pouvez bénéficier de la sagesse des autres intervenants. Je sais qu'il y a Elisabeth, dans des styles différents, Virginie aussi, il y a vraiment des intervenants qui ont été formés aussi, qui ont beaucoup de savoir, beaucoup de bonté, de bienveillance. Voilà, donc à très bientôt. Prenez soin de vous. Beaucoup, Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.